Mes chers amis, vous aviez éveillé ma curiosité, et là vous captez mon attention. D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré à l'énergie mécanique. Pour introduire cette vidéo, observons le dessin suivant qui représente Galilée en train de réaliser sa célèbre expérience au sommet de la tour de Pise. Alors cette expérience consistait à lâcher deux objets de même forme mais de masse différente au sommet de la tour de Pise afin de voir si leur masse avait une influence sur leur mouvement. Les questions que nous allons nous poser sont les suivantes. Est-ce que les objets vont arriver en même temps au niveau du sol et quelle sera leur vitesse à l'impact au niveau du sol? Pour répondre à ces questions, nous allons d'abord définir ce qu'est le travail d'une force. Ensuite, nous énoncerons le théorème de l'énergie cinétique. Et enfin, nous verrons ce qu'est l'énergie mécanique. 4 personnes souhaitent déplacer cette voiture selon la direction et le sens définis par le vecteur AB. Alors, remarquons déjà que chaque personne va exercer une force avec la même intensité. Vous voyez au niveau de la longueur des flèches, elles sont toutes identiques. La question que nous allons nous poser, c'est quelle est la personne qui va générer l'action la plus efficace pour déplacer la voiture de A vers B. Alors, nous allons passer en revue les 4 personnes. Commençons par la personne 3, ici en orange. Elle, son action est nulle. Pourquoi? Parce que la force qu'elle génère est perpendiculaire à la direction de déplacement de la voiture voulue. Ensuite, la personne 4. Elle est dans la bonne direction, mais de sens opposé. Donc son action sera négative par rapport à ce que l'on veut faire. Ensuite, la personne 1, elle, c'est relativement bien ce qu'elle fait, mais ce n'est pas la manière la plus efficace. La plus efficace, ça sera la personne 2. Parce que là, vous voyez, là, elle va générer la force dans la direction et le sens du déplacement dans la voiture. Comment modélise-t-on les actions des personnes? En physique, on va utiliser pour cela une grandeur qu'on appelle le travail. Donc là, je vais vous exprimer le travail d'une force F, de manière générale, sur une distance AB. Donc voilà la notation que nous allons utiliser. Donc le travail, on note W, ça vient de work en anglais. AB, vous voyez, vous donne la direction sur laquelle on va calculer ce travail. Et c'est le travail d'une force, que l'on note entre parenthèses ici. Et donc ce travail, ça va être le produit scalaire de deux vecteurs. Le vecteur force, produit scalaire, le vecteur AB. Donc la norme de la force F, c'est en newton. La norme du déplacement, c'est une distance, c'est en mètres. Et le travail, lui, va être ce qu'on appelle un scalaire par opposition à une grandeur vectorielle. Donc c'est le travail qui s'exprime en joules. Et le point que vous voyez entre deux vecteurs, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire. Donc c'est un opérateur mathématique entre deux vecteurs. Et le résultat de cette opération mathématique, c'est un scalaire par opposition à un vecteur. Pour bien comprendre cette définition, nous allons prendre ce schéma-là et considérer que, vous voyez, que la force F n'est pas sur la direction et le sens de AB, et il y a un angle entre le vecteur F et le vecteur AB. On va essayer de comprendre que signifie le produit scalaire de F fois AB. En fait, ça veut dire que je vais décomposer ce vecteur F en deux composantes. C'est-à-dire que je vais projeter F sur AB, donc ça c'est ma composante selon la direction de AB, et en mathématiques, en fait ici on a un trait en rectangle avec un angle droit ici, cette distance-là correspond à F, la norme de F ici, donc cette distance-là, fois cos de l'angle alpha. Et donc l'autre composante du vecteur F, elle serait ici, et elle, on ne va pas en prendre compte, puisqu'on l'avait vu juste avant, lorsque j'applique une force perpendiculairement à la direction de déplacement de l'objet, ce travail-là est nul. Donc la composante de la force F sera nulle. Donc je vais tenir compte que cette force-là. Dit autrement, le travail d'une force revient à multiplier la norme de la force F par la norme du vecteur AB et pondéré par le cos de alpha qui va tenir compte, qu'on va prendre en compte justement que la projection de F sur la direction AB. Maintenant, nous allons nous poser la question suivante. Dans quelle configuration le travail est-il nul? Dans une situation où justement alpha est égal à 90 degrés. Si j'applique le raisonnement que j'ai appliqué juste avant, vous voyez que la projection de F sur AB est nulle. Et je peux le revérifier aussi avec l'expression de ma formule du travail ici. La norme de F fois la norme de AB fois cos de alpha. Et cos de alpha, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais ça vaut 0. Donc le travail d'une force perpendiculaire à la direction de déplacement de l'objet est toujours nul. Ensuite, on va distinguer deux types de travail, le travail moteur et le travail résistant. Le travail moteur, c'est lorsque l'action de la personne qui exerce une force est positive, c'est-à-dire que fait avancer l'objet dans la direction que l'on souhaite.
Et la condition pour que ce travail soit moteur, donc positif, il faut que l'angle soit inférieur, l'angle entre la force F et la direction AB soit inférieur à 90 degrés. 90 degrés c'est nul, alpha égale 0 c'est parfait, et si c'est compris on va dire entre moins 90 et plus 90, et bien le travail sera moteur. Par contre, on dit que le travail est résistant lorsque cet angle justement est supérieur à 90 ou inférieur à moins 90 si la force F était en bas là. Pourquoi? Parce que vous voyez que si j'exerce une force dans cette direction-là, le résultat ne sera pas dans le bon sens dans lequel je veux déplacer mon objet. Pour bien comprendre comment on calcule le travail d'une force, nous allons prendre l'exemple d'une force incontournable sur Terre, le poids. Donc comment s'exprime le travail du poids? Alors pour ça, on va prendre trois situations. La première, on va considérer que le vecteur AB, donc le vecteur de déplacement de notre objet, est horizontal. Donc voici ce vecteur AB, et là j'ai représenté donc l'objet que j'étudie, modélisé par un point matériel. Je fais apparaître le vecteur poids, qui correspond à la force que j'étudie, et donc, comme on vient de le voir précédemment, si le vecteur force est perpendiculaire au vecteur AB, au vecteur déplacement, le travail est nul. Deuxième situation, AB est vertical. Et là on va considérer deux sous-situations, AB vertical descendant, et après on verra AB vertical ascendant. Donc voici le vecteur AB, mon point matériel qui modélise mon objet, le vecteur poids, donc AB et P sont dans la même direction, même sens. Le travail va s'exprimer simplement, ça revient à dire que c'est la norme de la force fois la norme du vecteur déplacement. Et si j'appelle H la hauteur dont se déplace verticalement l'objet, je peux dire que le travail c'est MGH, et ça sera bien positif, car le travail est moteur, le poids agit de manière à augmenter la vitesse selon la direction AB. La sous-catégorie suivante, c'est lorsque AB est ascendant. Donc cette fois-ci, le poids là, il va être dans la même direction qu'AB, mais de sens opposé. Donc là, nous allons avoir un travail résistant. Le travail sera négatif, et donc je vais retrouver la même expression, sauf que là, il y a un moins, parce qu'en fait, ça revient à dire que le cos de alpha avec alpha égale 180 est égal à moins 1, ou en faisant apparaître la hauteur h, dire que le travail du poids selon le vecteur déplacement AB, c'est moins mgh, et comme h on le compte toujours positivement, donc cette expression sera bien négative. Troisième catégorie, AB, est selon ce qu'on appelle la direction d'un plan incliné. On appelle comme ça en physique, lorsque un objet monte ou descend, mais pas verticalement ni horizontalement, donc selon un plan incliné. Donc là, je fais apparaître AB, qui est descendant, pas verticalement, mais descendant, le point matériel qui modélise l'objet de mon étude, et là je fais apparaître donc le vecteur poids. Alors je vais vous faire apparaître l'angle alpha, voilà, et donc ce qu'on va faire nous, contrairement à la diapo précédente, où on avait projeté P sur AB, là on va faire l'inverse, on va projeter AB sur la direction du poids, donc la direction verticale. Et donc cette projection va correspondre à ce côté de ce triangle rectangle, donc le côté adjacent par rapport à l'angle alpha ici. Alors là, je pense que tout le monde l'a vu, cet angle-là, on le retrouve ici. Pourquoi? Là, si vous voulez, je peux prendre, j'ai deux droites parallèles et une troisième droite qui coupe ces deux droites. Donc on appelle ça des angles en mathématiques alternes internes. Donc il y a bien l'égalité entre cet angle-là et cet angle-là. En trigonométrie, cette dimension-là, en fait, je peux la relier à l'hypoténuse de ce triangle rectangle avec l'angle ici. Donc c'est AB cos alpha qui est égal à H. Et donc maintenant, si je reprends l'expression du travail de manière générale, donc c'est bien le produit scalaire de P fois le vecteur AB, donc c'est mg AB cos alpha. Et donc comme on vient de le voir, ce AB cos alpha c'est H, donc je peux dire que c'est mgh, et là aussi il sera positif comme il était ici, puisque le poids va agir de manière à déplacer l'objet dans le sens AB. Donc c'est un travail moteur. Deuxième situation, maintenant vous voyez le vecteur AB va être ascendant. Donc je vais apparaître de nouveau mon vecteur poids, et donc là, alors l'angle alpha qu'on a utilisé ici, en fait il est là, ici d'accord. Et il ne va pas être égal à l'angle ici quand je vais devoir projeter AB verticalement. Alors à quoi est égal cet angle-là? En fait c'est pi moins alpha. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le principe des angles alternes internes, vous voyez cet angle-là est égal à celui-ci. Et comment je retrouve cet angle-là? Vous voyez, entre là et là, j'ai un angle plat. Donc je peux dire que ce qui est ici, c'est pi 180 degrés moins alpha. C'est pour ça qu'ici on retrouve pi moins alpha. Et donc, ma hauteur h que je cherche à exprimer là, je peux dire que, avec le même raisonnement qu'ici, c'est AB cos pi moins alpha. Alors il faut savoir que cos pi moins alpha, c'est l'opposé de cos alpha. Donc je peux dire que c'est moins AB cos alpha. Donc maintenant, si je reprends l'expression du travail du poids,
j'ai, de la même façon qu'ici, mgab cos alpha, avec alpha qui est ici. Mais comment on vient de voir en haut que ab cos alpha, en fait, on peut dire que c'est moins h, puisque h est égal à moins ab cos alpha est égal à moins h. Donc, je peux dire que c'est moins mgh, et en notant h toujours positivement, c'est bien un travail qui est résistant, puisque sa valeur est négative. Si ça a pu vous paraître un petit peu complexe ou ce que je viens de vous raconter, ce qu'il faut retenir, c'est que le travail du poids a toujours la même expression, c'est mgh. Plus ou moins, il faut juste vous demander, est-ce que le poids va être dans la bonne direction par rapport à la direction dont on veut déplacer l'objet. Si c'est le cas, ça va être plus mgh, si ce n'est pas le cas, ce sera moins mgh. Et h, c'est toujours la projection du déplacement de l'objet sur la verticale. Donc dit autrement, aussi on peut dire que c'est le déplacement vertical de l'objet. Qu'est-ce que l'énergie cinétique? L'énergie cinétique, c'est une forme de l'énergie mécanique, et cette forme d'énergie mécanique va être liée à la vitesse d'un objet qui va être caractérisée par sa masse. Donc voilà l'expression EC, E comme énergie, C en indice comme cinétique, est égal à 1,5, 0,5, fois la masse de l'objet, fois sa vitesse au carré. Alors maintenant, je vais vous préciser les unités. Le piège classique, c'est de oublier de convertir la vitesse, qui est souvent donnée en km par heure dans les énoncés, en mètres par seconde. Pourquoi on est obligé de la mettre en mètres par seconde? Parce que vous savez que l'unité de la distance en physique, ce n'est pas le kilomètre, mais le mètre, et l'unité du temps, c'est la seconde. Donc toutes les vitesses, si vous voulez calculer l'énergie cinétique, doivent être exprimées en mètres par seconde. La masse, elle, va s'exprimer en kilogrammes, et on obtiendra l'énergie cinétique en joules. Toutes les énergies sont exprimées en joules. Alors pour bien comprendre cette notion d'énergie cinétique, je vais prendre l'exemple avec une voiture de masse 1500 kg et qui se déplace avec une vitesse de 100 km par heure. Voilà l'expression de son énergie cinétique. Il faut que j'applique la relation qui est ici, donc 1,5 fois sa masse, là je n'ai pas besoin de la convertir, elle est bien en kilogrammes, fois sa vitesse, par contre là je suis obligé de la convertir. Et comment est-ce qu'on passe des kilomètres par heure au mètre par seconde? Il faut diviser par 3,6. Voilà, je fais directement la conversion, puis je mets le tout au carré. Maintenant, je vais comparer l'énergie cinétique d'une moto qui a la même vitesse, vous voyez 100 km/h que la voiture, mais qui a une masse beaucoup plus petite, 250 kg. Donc si on fait le même calcul, hop, voilà, il y a juste la masse qui a changé ici à la place des 1500. Et donc si je vous donne ici les valeurs numériques, là on trouve 578 kJ et là 96,4. Donc dit autrement, la voiture a une plus grande énergie cinétique que la moto, malgré qu'elle se déplace à la même vitesse. Comment relie-t-on la variation d'énergie cinétique d'un objet avec les travaux des forces qui s'exercent sur lui? Pour ça, on va utiliser un théorème qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique. Alors il s'énonce ainsi: la variation d'énergie cinétique d'un objet est égale à la somme des travaux à exercer sur cet objet. Mathématiquement, on peut l'écrire ainsi: delta EC, delta veut dire la variation, donc l'énergie cinétique, je vais l'appliquer en B, le point final, moins l'énergie cinétique en A, le point initial. Et cette variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur l'objet. Pour bien comprendre son sens, je vais prendre l'exemple d'une voiture qui se déplace sur une route horizontale. Je fais apparaître ici mon vecteur de déplacement AB, donc la voiture se déplace horizontalement, de gauche à droite, et je fais apparaître ici le point matériel qui va modéliser mon objet, donc ici ma voiture. Je fais apparaître les deux forces verticales. Donc le poids, vous savez que sur Terre le poids est toujours présent, et ce qui empêche la voiture de chuter verticalement, c'est la réaction normale du support. D'un point de vue travaux, donc je vais vous le faire apparaître ici, on sait que le travail de ces deux forces, pris séparément, est nul parce que ces deux forces sont perpendiculaires au vecteur AB. Maintenant, passons aux forces horizontales. Donc il y en a deux, c'est la force motrice, qui est dans le sens de déplacement de la voiture, et la force de frottement. Cette force de frottement est due à la présence de l'air qui va freiner la voiture. Elle va être exercée dans le sens opposé au déplacement de la voiture. Nous allons essayer de bien comprendre que traduit ce théorème-là. Prenons un premier cas où la force motrice est égale à la force de frottement. En norme, les deux forces auront la même norme. Si j'exprime le travail indépendamment de ces deux forces, il ne sera pas nul. Le travail de la force motrice sera positif et le travail de la force de frottement sera négatif. Mais comme les deux forces sont énormes, eh bien, la somme de ces deux travaux sera égale à 0. Conséquence, delta EC sera nul aussi. Et donc la vitesse sera constante puisque l'énergie cinétique dépend de la vitesse. Et là, vous voyez, je retrouve ce qu'on avait vu avec la deuxième loi de Newton. Si la somme des forces est nulle, vous vous rappelez, c'est l'accélération qui est nulle. Et si l'accélération est nulle, la vitesse est constante. Donc vous voyez, il n'y a pas une contradiction entre le théorème de l'énergie cinétique et la deuxième loi de Newton. Ce sont deux façons d'exprimer la même chose.
Deuxième situation, maintenant, je vais considérer que la force motrice a une norme supérieure à la force de frottement. À ce moment-là, si je fais la somme de ces deux travaux, eh bien, la résultante sera positive. Pourquoi? Parce que le travail de la force motrice, on est que sa norme est plus grande que celle de la force de frottement, sera plus grand que le travail de la force de frottement. Et donc, conséquence, ma variation d'énergie cinétique sera positive, donc ma vitesse va augmenter. Troisième cas, maintenant, je considère que la force de frottement est supérieure à la force motrice. Donc là, cette fois-ci, c'est le cas inverse. La somme des deux travaux sera négative, puisque le travail de la force de frottement sera en valeur absolue plus grande que le travail de la force motrice. Et donc, comme elle est négative, la somme sera négative. Et donc, la variation d'énergie cinétique sera négative, et donc la vitesse va diminuer. À travers l'exemple du mouvement de skater, nous allons distinguer deux grands types de forces. Donc voici la piste que va suivre le skater, donc ça sera en même temps la trajectoire de son mouvement. Je vais utiliser un repère vertical, OZ, justement pour exprimer le travail, notamment du poids. Je vais distinguer trois positions du skater. La première position ici, et donc je vais noter Z1, son altitude, la position 2 et la position 3, qui auront la particularité d'être à la même altitude. Z2 égale Z3. Je note H, donc la hauteur positive. Donc si je l'exprime par rapport aux altitudes, ce sera forcément Z1 moins Z2 ou Z1 moins Z3. Ensuite, je fais apparaître le vecteur AB. Donc le skater est en train de descendre et puis après il remonte. Donc la trajectoire c'est dans ce sens-là. Et maintenant, je vais prendre en compte dans un premier temps la force de frottement, qui est due au fait qu'en se déplaçant, le skater est dans de l'air et donc l'air va agir sur lui et le freiner. Je vous fais apparaître cette force de frottement. Alors vous voyez qu'elle a la particularité d'être toujours tangent à la trajectoire, comme le vecteur AB, mais de sens opposé à AB. Si j'exprime maintenant le travail de force de frottement, quel que soit l'endroit où je me place, ça va être moins la norme de F fois AB. Donc c'est un travail résistant et qui sera toujours négatif. Maintenant, imaginons que je calcule ce travail entre le point 1 et 2, puis entre les points 1 et 3. En fait, le travail de la force de frottement entre 1 et 3 sera plus grande qu'entre 1 et 2, puisque la distance parcourue va intervenir avec ici le AB, et donc la distance entre 1 et 3 est plus grande qu'entre 1 et 2, donc le travail ici sera plus grand que celui-ci. Maintenant, je vais prendre le travail du poids. Donc d'abord, je fais apparaître donc, le vecteur poids, et lui, vous voyez, la particularité, c'est qu'il est toujours vertical, descendant, quelle que soit la trajectoire suivie par le skater. On peut dire qu'il est indépendant du vecteur AB. Et si j'exprime le travail du poids, de manière générale, ça va être MGH, vous vous rappelez. Donc si je l'exprime entre 1 et 2, ça sera bien MGH, positif puisque le poids est dans le sens du mouvement de l'objet. Entre 2 et 3, le travail aurait été nul. Pourquoi? Parce que vous voyez que l'altitude de la personne n'a pas varié entre les points 1 et 3. C'est comme s'il s'était déplacé horizontalement, donc comme si le travail était toujours perpendiculaire à cette direction AB. Il y a une égalité entre le travail du poids entre 1 et 2 et entre 1 et 3, puisque pour ces deux trajectoires, ou ces deux vecteurs AB, si vous voulez, en fait, la différence de hauteur est la même. Comme le travail du poids est indépendant de la distance parcourue, on va dire, on dit que c'est une force conservative. Par contre, pour les frottements, on voit que ce travail dépend de la distance parcourue, donc du chemin suivi. On dit que cette force est non conservative. On distingue deux types de forces selon que le travail dépend ou non du chemin suivi. Pour bien comprendre cette notion, je vous fais apparaître ici deux points, A et B, et vous voyez que j'ai deux chemins pour les relier. Soit je vais parcourir le chemin 1, qui est direct, une droite, ou le chemin 2. Imaginons que j'exprime le travail d'une force selon les deux chemins. Je vais prendre l'exemple de la force de frottement qu'on vient de voir tout à l'heure. Si je passe par le chemin 1, qui est le plus court, là le travail sera plus petit que si je passe par le chemin 2. Donc là, vous voyez, je n'ai pas une égalité des travaux selon le chemin suivi. Donc le travail dépend du chemin suivi, et c'est là que l'on parle de force non conservative. Alors vous, concrètement, ça sera le cas pour tout ce qui est force de frottement, et aussi tout ce qui est force motrice. Deuxième cas, c'est lorsque cette fois-ci, donc, le travail d'une force est indépendant du chemin suivi. Nous, ici, c'est le cas pour le poids. Vous voyez, si j'exprime le travail du poids pour passer de A à B, il va dépendre uniquement de H ici, le déplacement vertical de l'objet, et c'est le même déplacement vertical que subit l'objet s'il passe par le chemin 2. Donc le travail du poids selon le chemin 1 ou 2 sera identique. Donc là, cette fois-ci, on parle de force conservative. Au niveau du lycée, il y a une seule force conservative à connaître, c'est le poids. Qu'est-ce que l'énergie potentielle? Il faut savoir que pour chaque force conservative, on va lui associer une énergie potentielle.
Donc nous, comme on a vu une seule force conservative, donc cette force c'est le poids, on va s'intéresser uniquement à l'énergie potentielle de pesanteur. Imaginons la situation suivante. On a affaire ici à ce qu'on appelle un pavé de masse 1 kg. Il se situe dans un premier temps au niveau du point A et on veut le monter jusqu'au point B. Donc on appelle H la hauteur qui sépare ces deux points. Donc on est sur Terre, le poids est toujours présent, dirigé vers le bas, vertical, descendant. Et donc moi, avec ma main, je vais exercer une force de manière à faire monter à vitesse constante ce pavé. Donc si je veux qu'il monte à vitesse constante, il faut que la norme de la force F soit égale à la norme du poids. Mon but c'est d'exercer une force F pour faire monter le pavé de A à B. Maintenant si j'exprime le travail de cette force F sur la distance AB, en fait c'est F fois H, c'est un travail moteur positif. Or comme on vient de le voir, la norme de F est égale à la norme du poids. Donc je peux aussi l'exprimer en disant que c'est mg fois H. Une fois que le pavé est en B, en fait on constate que son énergie a augmenté. Il a augmenté du travail qui a été apporté, donc il a augmenté de mgh. D'ailleurs, si on le lâche, il va tomber. En étant soulevé, cet objet, d'une hauteur h, il a emmagasiné un surplus d'énergie, et cette énergie, c'est ça ce qu'on appelle l'énergie potentielle. En fait, c'est son énergie potentielle a augmenté de mgh. Donc delta EP, c'est égal à mgh. On vient de voir que la variation d'énergie potentielle de pesanteur s'exprime ainsi, delta EP égale mgh. À partir de cette relation-là, on va exprimer maintenant l'énergie potentielle de pesanteur et non plus sa variation. Donc ça s'exprime ainsi, c'est EP égale mgz. E comme énergie, P comme potentiel de pesanteur, avec M la masse, G la norme du champ de pesanteur à la surface de la Terre, et Z l'altitude. Donc EP sera toujours en joule, la masse, son unité c'est le kilogramme, G sur Terre ça vaut 9,8 newtons par kilogramme, et Z l'altitude en mètres. Donc là je vais revenir sur ce qu'est l'altitude. L'altitude sera toujours la position de l'objet repérée sur un axe vertical ascendant. Et l'origine du repère, correspondant à Z égale à 0, va aussi correspondre, vous voyez c'est logique là, à EP égale à 0. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous vous rappelez que l'énergie cinétique, on avait dit que c'était l'énergie mécanique liée à la vitesse d'un objet. Mais l'énergie potentielle de pesanteur, c'est l'énergie mécanique d'un objet liée à son altitude. Plus un objet sera en hauteur, donc plus son altitude sera élevée, plus son énergie potentielle de pesanteur sera grande. Qu'est-ce que l'énergie mécanique? En fait, l'énergie mécanique, qu'on notera E grand M, va se décomposer en deux sous-formes d'énergie mécanique. En fait, ce sont les deux énergies qu'on vient de voir juste avant. La première, c'est l'énergie cinétique, notre EC, qui va être liée à la vitesse d'un objet. Et la deuxième, donc, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, notre EP, qui est liée, vous vous rappelez, à l'altitude d'un objet. Alors voilà comment on exprime cette énergie mécanique. C'est la somme de ces deux sous-formes d'énergie mécanique, EC plus EP. Et là, donc, j'ai fait apparaître les expressions respectives de ces deux sous-formes d'énergie mécanique. Donc, pour l'énergie cinétique, 1/2 de m fois la vitesse au carré. Et pour l'énergie potentielle de pesanteur, m fois g fois z. On va distinguer, lorsqu'un objet est en mouvement, deux cas. Le premier, c'est ce qu'on appelle un système conservatif. La définition d'un système conservatif, c'est que son énergie mécanique se conserve. Au préalable, je vous avais parlé de force conservative. Vous voyez, c'est lié avec système conservatif. En fait, on aura un système conservatif s'il y a uniquement des forces conservatives qui agissent sur notre objet. Et donc nous, comme on a vu une seule force conservative, c'est le poids. Donc s'il y a uniquement le poids qui intervient, on a un système conservatif. Son énergie mécanique au système sera constante. Donc dit autrement, sa variation d'énergie mécanique sera nulle. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Donc imaginez que j'ai un objet qui soit dans un système conservatif, donc soumis qu'à son poids. Mais si je constate que sa vitesse augmente, entre le point A et le point B, mais forcément, il va falloir que Z diminue, de manière à ce que cette énergie mécanique soit maintenue constante. Ou autrement dit, si le Z augmente, forcément la vitesse va diminuer. Deuxième cas, le cas où l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc on va parler cette fois-ci de système non conservatif. Et donc là, il va y avoir obligatoirement la présence d'une ou plusieurs forces non conservatives. On va nous prendre en compte uniquement deux forces non conservatives, c'est la force de frottement ou la force motrice. Donc elle peut être présentée deux en même temps ou seulement une des deux. Comme son nom l'indique, l'énergie mécanique ne se conserve pas, on va écrire que l'énergie mécanique n'est pas une constante. Et selon qu'on a affaire à des frottements ou à une force motrice, je vais vous distinguer les deux cas. Un frottement va forcément entraîner une baisse de l'énergie mécanique. Delta EM sera égal au travail des forces de frottement qui sera négatif. Par contre, si j'ai uniquement une force motrice, la force motrice, elle, aura pour conséquence d'augmenter l'énergie mécanique de mon système.
Donc la variation d'énergie mécanique sera positive et elle sera égale au travail de la force motrice. Si vous avez compris mon raisonnement là, je vais maintenant vous exprimer ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique, qui s'énonce ainsi. La variation d'énergie mécanique d'un objet est égale à la somme des travaux, mais uniquement des forces non conservatives exercées sur cet objet. Alors là, je vais vous l'écrire de manière mathématique. Donc la variation d'énergie mécanique, c'est delta EM. On peut la décomposer en l'énergie mécanique en B, moins l'énergie mécanique en A, est égale à la somme des travaux, des forces, mais uniquement non conservatives. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Est-ce que les objets que va lâcher Galilée au sommet de la tour de Pise vont arriver en même temps au niveau du sol? Est-ce qu'on peut calculer leur vitesse à l'impact, c'est-à-dire lorsqu'elles vont toucher le sol? D'abord, on va faire une hypothèse, on va négliger les frottements entre les objets et l'air. Dit autrement, la seule force qu'on va prendre en compte, c'est le poids des objets. Et donc, par rapport à ce qu'on a vu juste avant, on peut dire que le système est conservatif. Pour trouver l'expression de la vitesse, je vais utiliser le théorème de l'énergie cinétique qui s'énonce ainsi. La variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux qui s'exercent sur l'objet, sur son déplacement entre les points A et B. Donc là, je vous fais apparaître la seule force qu'on va prendre en compte, le poids, et je vous fais apparaître le vecteur de déplacement AB. Donc, je peux écrire que la variation d'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique en B, moins l'énergie cinétique en A. Je peux faire disparaître le 1,5 de mv A carré. Pourquoi? Parce que je vais considérer que Galilée lâche ces deux objets sans leur donner de vitesse. On dit avec une vitesse initiale nulle. Donc ce terme-là, je vais le barrer. Donc qu'est-ce qui me reste? 1,5 d'mv B carré est égal, donc l'expression du travail du poids, vous vous rappelez, c'est mgAB. Et AB, je peux l'appeler aussi H, donc c'est mgH, qui sera positif, bien sûr. Et là, vous voyez, entre la masse qui intervient dans l'énergie cinétique et la masse qui intervient dans le travail du poids, je peux les barrer. Et donc, j'obtiens l'expression suivante de la vitesse, si je l'isole, racine de 2gh. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate que cette expression de la vitesse est indépendante de la masse de l'objet. Donc, quelle que soit la masse des objets, ils vont arriver avec la même vitesse au niveau du sol. Ils auront même la même vitesse partout, donc ils vont mettre le même temps, donc ils vont arriver en même temps en bas. Si je veux calculer justement cette vitesse, il me manque la donnée de la hauteur de la tour de Pise. Donc si je vous dis que cette tour fait 57 mètres, on va pouvoir calculer cette vitesse à l'impact en remplaçant h par 57 mètres, et donc on fait l'opération suivante et on trouve 33,4 mètres par seconde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Une dernière chose, docteur. Quoi encore? Il est de coutume ici dans le Sud, lorsqu'on vient de conclure un accord, que les deux parties se serrent la main.